Je tiens ce morceau de tissu dans ma main depuis ce matin, et mes doigts tremblent tellement que le fil gris danse devant mes yeux. C'est un bout de laine épaisse, déchiré du bord d'un manteau que je connais bien. Trop bien. Le manteau que Bernard portait, l'hiver avant sa mort. Le même que j'ai donné aux œuvres caritatives il y a 1 an parce que je ne supportais plus de le voir suspendu dans l'entrée comme un fantôme. Ce tissu était accroché au loquet extérieur de la fenêtre de Lucie. Quelqu'un l'a touché. Quelqu'un l'a ouvert de l'extérieur. Mon cœur bat si fort que j'entends le sang cogner dans mes oreilles. Ce n'est pas un rêve. Je m'appelle Élise Moreau et j'ai 77 ans cette année. Je vis à Tours depuis toujours dans cette maison de pierre grise au bout de la rue Colbert, où les pavés sont encore d'origine et où les touristes passent rarement parce qu'il n'y a rien à photographier ici. Juste des vies ordinaires derrière des volets verts qui se ferment à 20 heures pile. Ma maison sent le café du matin et la cire d'abeille que je passe sur les meubles chaque samedi depuis que je suis mariée. Les murs gardent des photos encadrées de ma famille. Bernard et moi le jour de notre mariage, en 1969. Nos 3 enfants devenus grands. Et Lucie, ma petite fille de 7 ans, avec ses yeux noisettes et ses tresses châtains, qui me regarde depuis le cadre posé sur la commode du salon. Lucie vit avec moi depuis que son père est mort il y a 2 ans. Ma fille Mathilde, ma cadette, n'a jamais pu s'en remettre vraiment. Elle habite maintenant à Amboise, avec un nouveau compagnon, et elle vient voir Lucie 1 fois par mois, peut-être 2 quand elle a le courage. Je ne la juge pas. Chacun porte son chagrin comme il peut. Moi, je le porte en silence en m'occupant de cet enfant qui a perdu son papa trop tôt et qui me regarde avec des yeux qui cherchent encore des réponses que je n'ai pas. Je me lève à 6 heures tous les matins. Je prépare le chocolat chaud de Lucie dans la casserole en cuivre que ma propre mère utilisait. Je tartine les biscottes avec du beurre demi-sel et de la confiture d'abricot maison. Je réveille la petite en chantonnant doucement pour ne pas la brusquer parce qu'elle dort mal depuis des semaines. Elle descend en traînant les pieds avec son pyjama rose à pois blancs et ses cheveux ébouriffés. Elle s'assoit à table sans dire bonjour. Elle trempe sa biscotte sans me regarder. Avant, elle parlait tout le temps. Elle racontait ses rêves, ses idées, ses questions sans fin. Maintenant, elle est devenue silencieuse, comme si quelque chose lui avait volé sa voix d'enfant. Mon mari Bernard était menuisier. Un homme de peu de mots mais de grandes mains capables de transformer le bois brut en beauté solide. Il fabriquait des armoires, des tables, des jouets pour les enfants du quartier. Il sentait toujours la sueur et le vernis. Il rentrait tard le soir avec de la poussière dans les cheveux et un sourire fatigué. Il est mort d'un arrêt cardiaque brutal en 2007 alors qu'il réparait une charpente chez des clients à Saint-Pierre-des-Corps. 59 ans. Trop jeune, trop soudain. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Après sa mort, j'ai cru que j'allais me noyer dans le silence. La maison était trop grande, trop vide, trop pleine de souvenirs qui me coupaient la respiration. Puis Mathilde m'a confié Lucie, et cet enfant m'a sauvée. Elle m'a donné une raison de me lever le matin, de faire à manger, de continuer. Je l'aime comme si elle était ma propre fille. Peut-être même plus fort parce qu'elle a besoin de moi d'une manière que mes enfants n'ont jamais eu besoin. Mais depuis quelques semaines, Lucie a changé. Elle ne joue plus avec ses poupées. Elle ne dessine plus. Elle refuse d'aller chez ses cousins le mercredi après-midi. Elle mange à peine 3 bouchées à chaque repas. Elle a des cernes sous les yeux comme une petite vieille. Et surtout, elle a développé des rituels étranges au moment du coucher. La porte doit être fermée à clé de l'intérieur. La lumière du couloir doit rester allumée toute la nuit. La fenêtre doit être verrouillée et la courtine tirée bien serrée sans un pli. Si un seul de ces détails manque, elle se met à pleurer et à supplier jusqu'à ce que je cède. Au début, j'ai pensé que c'était normal. Les enfants ont peur du noir parfois. Ils imaginent des monstres sous le lit. Ça passe avec le temps. Mais ça ne passait pas. Ça empirait. Alors un soir de la semaine dernière, je me suis assise au bord de son lit et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi cette peur? Elle m'a regardée avec ses grands yeux fatigués et elle a dit d'une voix toute petite. « Parce que papa vient me voir la nuit, mamie. » J'ai souri. Mon cœur s'est serré, mais j'ai souri parce que je voulais qu'elle sache que ce n'était pas grave de penser à son père, de le voir en rêve. J'ai dit « Oh ma chérie, c'est normal de rêver de lui. Il te manque, et ton cœur le garde avec toi. » Mais elle a secoué la tête avec une expression sérieuse qui ne convenait pas à une enfant de 7 ans. «
Non, mamie, ce n'est pas un rêve. Il vient vraiment. Il entre dans ma chambre quand tu dors. Le froid m'a traversé comme une lame. J'ai essayé de garder ma voix calme. Comment tu sais que c'est papa, mon cœur? Elle a baissé les yeux vers ses mains qui tripotaient le bord de la couverture. Parce qu'il fait comme papa faisait. Il reste debout près du lit. Il me regarde sans rien dire. Il passe ses doigts dans mes cheveux comme ça. Elle a mimé le geste lent et doux que Bernard faisait effectivement quand il venait border Lucie le soir. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à poser des questions doucement pour ne pas l'effrayer. Est-ce qu'il te parle? Oui, des fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je suis sa petite princesse. Il dit qu'il me surveille toujours. Il dit de ne pas avoir peur. Et il dit aussi. Elle s'est arrêtée. Elle a avalé sa salive. Il dit de ne rien dire à maman parce que maman n'a pas besoin de savoir. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Maman n'a pas besoin de savoir. C'était une phrase que Bernard utilisait parfois quand il voulait garder un secret avec les enfants. Un détail sans importance comme acheter une glace en cachette ou sauter le bain un soir de fatigue. Mais entendre cette phrase maintenant dans la bouche de Lucie m'a glacé le sang. J'ai posé encore quelques questions. À quelle heure il vient? Toujours vers 3 heures du matin parce que l'horloge du couloir sonne et je me réveille. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il reste là. Il ouvre parfois ma commode. Il regarde mes affaires. Il touche mes vêtements. Une fois, il a pris une de mes chaussettes et il l'a mise dans sa poche. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas, mamie. Peut-être qu'il veut garder quelque chose de moi. Mon cœur battait tellement fort que j'avais peur qu'elle l'entende. J'ai embrassé son front et je lui ai dit « Dors maintenant, ma puce. Tout va bien. Demain, on en reparle. » Mais je savais que rien n'allait bien. Une enfant de 7 ans n'invente pas ce genre de détails. Elle ne décrit pas des gestes aussi précis, des horaires aussi réguliers, des phrases aussi spécifiques. Soit elle rêvait de manière incroyablement vivante, soit quelque chose d'autre se passait. Quelque chose que je ne voulais pas nommer encore. Cette nuit-là, je ne suis pas allée me coucher. Je me suis installée dans le fauteuil du salon avec une tasse de tisane qui a refroidi sans que j'y touche. J'ai regardé l'horloge avancer lentement vers 3 heures. J'ai écouté chaque craquement de la maison, chaque souffle du vent dehors. À 3 heures pile, l'horloge a sonné ses 3 coups graves et lents. J'ai retenu ma respiration. Silence. Rien. Pas de bruit de pas. Pas de porte qui grince. Rien. Le lendemain matin, Lucie avait les yeux rouges et gonflés comme si elle avait pleuré. Elle n'a presque rien mangé. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a juste hoché la tête sans me regarder. Pendant qu'elle était à l'école, j'ai fouillé sa chambre. Je ne sais pas ce que je cherchais. Des preuves peut-être. Ou au contraire, des preuves que tout cela n'était que dans sa tête. J'ai ouvert les tiroirs de sa commode. Tout semblait normal. Ses chaussettes pliaient ses sous-vêtements, ses petits pulls. Puis j'ai remarqué quelque chose. Une chaussette manquait, une seule, rose avec des étoiles blanches. L'autre était là toute seule dans le tiroir. Je me suis souvenu. Lucie avait dit qu'il en avait pris une. Mon sang s'est figé. J'ai regardé autour de moi avec une attention nouvelle. Le tapis était légèrement froissé près de la fenêtre. La courtine avait un pli inhabituel, comme si quelqu'un l'avait écartée puis remise en place sans faire attention. Et là, sur le rebord de la fenêtre, j'ai vu une trace fine, une marque de doigt dans la poussière. Récente, pas la mienne. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis penchée dehors. En bas, il y avait le petit jardin que Bernard entretenait autrefois et que je laisse maintenant pousser un peu n'importe comment parce que je n'ai plus la force ni l'envie de m'en occuper. Mais ce qui a attiré mon regard, c'étaient les marques dans la terre sous la fenêtre. Des traces de pas, fraîches, 2 empreintes nettes de chaussures d'homme, pointure grande, talons profondément enfoncés comme si quelqu'un s'était tenu là longtemps. Ma vue s'est troublée. Mes jambes ont faibli. Je me suis accrochée au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un était entré dans le jardin. Quelqu'un avait regardé par cette fenêtre. Peut-être même était entré dans la chambre de ma petite fille pendant qu'elle dormait.
Avant de continuer, je dois reprendre mon souffle parce que même maintenant, toutes ces semaines plus tard, mes mains tremblent rien qu'en me souvenant. Mais avant de vous raconter la suite, j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi. Si vous m'écoutez vraiment, si cette histoire vous touche, laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville? Quel pays? Et quelle heure il est chez vous? Est-ce que c'est le matin? Ou est-ce la nuit? Regardez-vous ceci seul ou avec quelqu'un? J'aime savoir que je ne suis pas seule avec ces souvenirs. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous ressentez ce que je ressens en ce moment. Et abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Une histoire vraie, racontée par une vieille femme qui a vu beaucoup de choses dans sa vie. Maintenant, laissez-moi continuer parce que ce que je vais vous dire est encore plus difficile. J'ai refermé la fenêtre et je l'ai verrouillée 2 fois. J'ai tiré la courtine si fort que le tissu a craqué. Puis, je me suis assise sur le lit de Lucie et j'ai essayé de réfléchir calmement. Qui pouvait faire une chose pareille? Qui connaissait assez bien cette maison pour savoir où était la chambre de Lucie? Qui connaissait les habitudes de Bernard au point de les imiter? Qui avait accès au jardin sans que les voisins le remarquent? Et surtout, qui voudrait faire croire à une enfant de 7 ans que son père mort venait la visiter la nuit? Les noms ont commencé à défiler dans ma tête. Mon fils aîné Thomas, qui habite à Paris et qui vient rarement. Mon autre fils Patrick, qui vit à Nantes avec sa femme. Des cousins, des voisins, des amis de Bernard. Mais aucun d'eux ne collait. Aucun n'aurait de raison de faire ça. Aucun n'avait cette cruauté froide. Puis, un souvenir est remonté. Un souvenir que j'avais enfoui profondément parce qu'il me faisait trop mal. 6 mois avant sa mort, Bernard avait commencé à agir bizarrement. Il rentrait encore plus tard que d'habitude. Il sentait parfois l'alcool, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il évitait mon regard. Il répondait par monosyllabes quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Un soir, je l'avais surpris au téléphone dans le garage. Il parlait à voix basse. Quand il m'avait vu, il avait raccroché brusquement et il m'avait dit que c'était juste un client. Mais son visage était rouge et ses mains tremblaient. Je n'avais jamais su qui était à l'autre bout du fil. Je ne lui avais jamais posé la question directement parce que j'avais peur de la réponse. Puis il était mort et j'avais choisi de garder de lui l'image d'un bon mari plutôt que de fouiller dans des secrets qui ne pouvaient plus être réparés. Mais maintenant, je me demandais, est-ce que Bernard avait des secrets que je ne connaissais pas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans sa vie que je n'avais jamais rencontré? Quelqu'un qui savait tout de lui? Quelqu'un qui maintenant venait terroriser ma petite fille? Le soir même, j'ai décidé de veiller. J'ai installé une chaise dans le couloir devant la porte de la chambre de Lucie. J'ai laissé la lumière allumée comme elle le voulait. J'ai dit à la petite que j'allais rester là toute la nuit pour la protéger. Elle m'a regardé avec soulagement et elle s'est endormie presque immédiatement. J'ai attendu. Les heures ont passé lentement. Minuit, 1 heure, 2 heures. Mes yeux brûlaient de fatigue, mais je refusais de les fermer. À 2h50, j'ai entendu un bruit. Léger, presque imperceptible. Un craquement venant de l'extérieur. Puis un autre, comme des pas sur les gravillons du jardin. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Je me suis levée doucement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du couloir qui donne sur le jardin de derrière. J'ai écarté le rideau juste assez pour voir sans être vue. Et là, dans la faible lumière de la lune, j'ai vu une silhouette. Un homme. Grand, large d'épaules. Il portait un long manteau sombre. Il se tenait immobile sous la fenêtre de Lucie. Il regardait vers le haut. Il attendait. J'ai senti mes jambes se dérober. J'ai dû m'accrocher au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. Ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas Bernard revenu d'entre les morts. C'était un homme en chair et en os qui rôdait autour de ma maison, autour de ma petite fille. Puis l'horloge du salon a sonné. 3 coups. Lents. Graves. L'homme en bas a tourné la tête vers le son. Pendant une fraction de seconde, la lumière de la lune a éclairé son visage. Et ce que j'ai vu m'a arraché un cri silencieux. Ce n'était pas un étranger. Je connaissais ce visage. C'était Alain, le frère de Bernard.
Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée assise dans le fauteuil du salon avec les lumières éteintes et les yeux fixés sur la porte d'entrée en me demandant s'il allait essayer d'entrer. Alain, le frère de Bernard. L'homme qui avait pleuré le plus fort aux funérailles. L'homme qui m'avait serré dans ses bras en disant « Tu n'es pas seule, Élise, je serai toujours là pour toi et pour Mathilde. » L'homme en qui j'avais eu confiance. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte qui je suis vraiment. Pas seulement la vieille femme que vous voyez maintenant avec ses rides et ses cheveux blancs et ses mains tachées par le temps, mais la fille que j'étais il y a 60 ans. Celle qui a grandi dans une ferme près de Chinon, avec 5 frères et sœurs et des parents qui travaillaient la terre du lever au coucher du soleil. Celle qui a appris très tôt que dans la vie on ne peut compter que sur soi-même. Mon père s'appelait Henri Dubois. Un homme dur comme la pierre, avec des mains calleuses et une voix qui portait à travers les champs. Il ne parlait presque jamais, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Ma mère Jeanne était l'opposé. Douce, silencieuse, toujours occupée à nourrir tout le monde, à raccommoder les vêtements, à tenir la maison debout, avec presque rien. Elle chantait en travaillant. Des vieilles chansons de Touraine que sa propre mère lui avait apprises. Je me souviens de sa voix claire qui flottait dans la cuisine pendant qu'elle pétrissait le pain. J'étais la 3e de 6 enfants. Ni la plus grande, ni la plus petite. Facile à oublier dans le tourbillon quotidien. Mais j'ai vite compris que si je voulais être vue, il fallait que je me rende utile. Alors je me levais avant les autres pour traire les vaches. Je portais des seaux d'eau du puits jusqu'à la maison. Je gardais mes petits frères pendant que mes parents travaillaient au champ. À 12 ans, je savais faire la cuisine, le ménage, la lessive et soigner les poules. À 15 ans, je pouvais tenir la ferme toute seule si mes parents devaient s'absenter. Mais ce que personne ne savait, c'est que j'avais peur. Tout le temps. Peur de ne pas être assez bien. Peur de décevoir. Peur de finir seule et pauvre comme tant de femmes de la campagne à cette époque. J'ai grandi avec cette peur collée à la peau, comme une seconde peau que je ne pouvais pas enlever. Puis, à 17 ans, j'ai rencontré Bernard. C'était à la fête du village en juillet 1966. Il avait 20 ans. Il était apprenti menuisier chez un artisan de Tours. Il portait une chemise blanche mal repassée et un pantalon trop court qui laissait voir ses chaussettes dépareillées. Il n'était pas beau dans le sens classique du terme. Mais il avait un sourire timide et des yeux doux qui me regardaient comme si j'étais la seule fille au monde. Il m'a invité à danser. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai failli refuser. Mais quelque chose en lui m'a donné le courage de dire oui. On s'est mariés 3 ans plus tard, en 1969. J'avais 20 ans. Lui, 23. Mes parents n'étaient pas ravis parce que Bernard n'avait pas de terre, pas d'héritage, juste ses 2 mains et son métier. Mais moi, je l'aimais. Ou du moins, je croyais l'aimer. Avec le recul, je me demande parfois si ce n'était pas plutôt du soulagement. Soulagement d'échapper à la ferme. Soulagement d'avoir quelqu'un qui voulait de moi. Soulagement de ne plus être seule. On s'est installé à Tours dans un petit appartement rue Nationale. Bernard travaillait dur. Moi aussi. J'ai eu notre premier enfant Thomas l'année suivante, puis Patrick 2 ans après, puis Mathilde 4 ans plus tard. La vie était simple, pas facile mais simple. On n'avait pas beaucoup d'argent mais on avait un toit et à manger et les enfants grandissaient en bonne santé. Je pensais que c'était tout ce qu'on pouvait demander. Mais voilà ce que je n'ai jamais dit à personne. Même pas à mes enfants. Même pas à ma sœur. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai failli tout perdre. C'était il y a longtemps. J'avais 35 ans. Mathilde venait de naître et je me sentais épuisée, vidée comme une coquille vide. Bernard travaillait tout le temps. Les garçons étaient turbulents et difficiles. Le bébé pleurait jour et nuit. La maison était trop petite, trop bruyante, trop étouffante. J'avais l'impression de me noyer. Un jour, j'ai mis les enfants chez ma belle-mère et je suis partie marcher au bord de la Loire. J'ai marché pendant des heures. Et à un moment, j'ai pensé que ce serait tellement facile de continuer à marcher, de ne pas revenir, de disparaître et de recommencer ailleurs sous un autre nom. Personne ne me retrouverait. Personne ne me chercherait vraiment. Ils seraient tristes au début, mais ils finiraient par m'oublier. Je suis restée là debout sur la berge avec le vent dans les cheveux et l'eau qui coulait devant moi,
et cette pensée terrible qui tournait dans ma tête comme une tentation. Partir, tout abandonner, être libre. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'étais courageuse ou vertueuse, mais parce que j'ai pensé à Mathilde, mon bébé, ma petite fille qui n'avait que quelques semaines et qui avait besoin de moi. Comment pourrais-je vivre en sachant que je l'avais abandonnée? Comment pourrais-je me regarder dans un miroir? Alors je suis rentrée, j'ai repris ma vie, j'ai continué. Mais cette pensée est restée en moi, comme une cicatrice invisible, et elle m'a appris quelque chose d'important. Les adultes ne protègent pas toujours les enfants. Parfois ils sont trop fatigués, trop perdus, trop brisés pour le faire. Et quand ça arrive, il faut que quelqu'un d'autre se lève. Quelqu'un qui a encore de la force. Quelqu'un qui refuse d'abandonner. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui arrive à Lucie. Parce que j'ai failli abandonner une fois, et je me suis juré que ça ne se reproduirait jamais. Parce que je sais ce que c'est que d'être seule, et d'avoir peur et de ne pas savoir vers qui se tourner. Et je refuse de laisser ma petite fille vivre ça. Revenons à ma famille, à Bernard et à ses secrets. Bernard avait un frère cadet, Alain. Ils avaient 3 ans d'écart, mais ils étaient très différents. Bernard était calme, réservé travailleur. Alain était bruyant charmeur, un peu flemmard. Bernard construisait des choses avec ses mains. Alain vendait des voitures d'occasion et passait plus de temps au café qu'au travail. Bernard m'aimait à sa manière silencieuse et fidèle. Alain avait eu 3 femmes et autant de maîtresses que je sache. Quand on s'est mariés, Bernard et moi, Alain était notre témoin. Il a fait un discours drôle et un peu trop long pendant le repas. Il a dansé avec toutes les femmes. Il a bu trop de vin et il a fini la soirée en chantant des chansons paillardes sur une table. Bernard riait en secouant la tête. Moi, je souriais poliment, mais je ne l'aimais pas vraiment. Il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise. Une façon de me regarder trop longtemps, une familiarité déplacée, des remarques qui frôlaient l'inconvenance. Avec les années, Alain est venu souvent à la maison, trop souvent à mon goût. Il débarquait sans prévenir le dimanche après-midi. Il restait dîner. Il s'installait dans le salon comme chez lui. Bernard semblait content de le voir. Moi, je faisais bonne figure, mais intérieurement, je comptais les minutes jusqu'à son départ. Il était gentil avec les enfants, je dois le reconnaître. Il leur apportait des bonbons. Il les faisait rire avec des tours de magie. Il jouait au ballon avec les garçons dans le jardin. Quand Mathilde est née, il a été le premier à venir la voir à la maternité avec un énorme bouquet de fleurs. Il l'a prise dans ses bras et il a dit en la regardant « Elle sera aussi belle que sa maman ». J'ai souri, mais quelque chose en moi s'est crispé. Les années ont passé. Alain s'est marié avec une femme prénommée Sylvie. Ils ont eu un fils, Julien. Puis ils ont divorcé. Puis Alain s'est remarié avec une autre femme. Nouveau divorce. Il enchaînait les emplois, les conquêtes, les projets qui ne menaient nulle part. Bernard disait toujours en soupirant « C'est mon frère, je ne peux pas l'abandonner ». Alors, il lui prêtait de l'argent qu'on ne revoyait jamais. Il lui trouvait du travail chez ses clients. Il le couvrait quand Alain se mettait dans le pétrin. Moi, je gardais mes distances. Je répondais poliment quand il me parlait. Je préparais à manger quand il venait. Mais je ne lui faisais pas confiance. Il y avait toujours eu ce malaise entre nous, cette tension que personne d'autre ne semblait remarquer. Puis est arrivée cette période étrange, 6 mois avant la mort de Bernard. Comme je vous l'ai dit, Bernard avait commencé à changer. Il était nerveux, distrait, absent. Il recevait des coups de téléphone qu'il prenait dans le garage ou dans le jardin. Il sortait parfois le soir en disant qu'il devait voir un client, mais il ne me donnait jamais de détails. Il évitait mon regard. Il dormait mal. Je le sentais s'éloigner de moi comme une ombre qui glisse sur un mur. Un soir, j'ai trouvé dans la poche de sa veste un ticket de restaurant. Un restaurant à Amboise que je ne connaissais pas. La date était celle d'un mercredi où Bernard m'avait dit qu'il travaillait tard sur un chantier. Le ticket était pour 2 personnes, 2 plats, 2 verres de vin. J'ai senti mon estomac se tordre. Je ne lui ai rien dit. J'ai remis le ticket dans sa poche et j'ai attendu. Attendu quoi? Je ne savais pas. Quelques jours plus tard, je l'ai vu parler avec Alain dans le jardin. Ils étaient debout près de l'atelier.
Alain avait posé sa main sur l'épaule de Bernard et il lui parlait à voix basse. Bernard hochait la tête avec une expression que je ne lui connaissais pas. Une expression fermée, presque coupable. Quand ils m'ont vu à la fenêtre, ils se sont tus brusquement. Alain m'a fait un grand sourire et il a crié « Salut Élise, belle journée, hein ?» J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû poser des questions. J'aurais dû exiger des réponses. Mais j'avais peur. Peur de découvrir que mon mari me mentait. Peur de briser ce qui restait de notre mariage. Peur de me retrouver seule. Alors j'ai choisi de ne rien voir. De faire comme si tout allait bien. Et 2 mois plus tard, Bernard est mort. Le jour de son enterrement, Alain pleurait comme un enfant. Il sanglotait tellement fort qu'il ne pouvait pas parler. Il s'est accroché à moi devant l'église et il a dit « Je ne sais pas comment je vais vivre sans lui. » C'était mon frère, mon seul frère. J'ai tapoté son dos maladroitement en pensant qu'il exagérait comme toujours. Mais peut-être que sa douleur était vraie. Peut-être qu'il aimait vraiment Bernard. Ou peut-être qu'il pleurait autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas encore. Après les funérailles, Alain est venu souvent à la maison. Trop souvent. Il voulait m'aider, disait-il. Réparer des choses. Tondre le gazon. Vérifier que tout allait bien. Au début, j'ai accepté par politesse. Puis j'ai commencé à trouver ça pesant. Il arrivait sans prévenir. Il s'attardait. Il posait des questions sur ma vie, sur Mathilde, sur mes projets. Il me regardait d'une façon qui me mettait mal à l'aise. Comme si maintenant que Bernard était mort, il pensait pouvoir prendre sa place. Un jour, il m'a dit « Tu sais, Élise, tu n'es pas obligée de rester seule. Tu es encore belle. Tu as encore toute la vie devant toi. » J'ai senti un frisson de dégoût me parcourir. J'ai répondu sèchement « Je n'ai besoin de personne, Alain. » Il a levé les mains en riant « Oh, je disais ça comme ça. » Pas de quoi se fâcher. Mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Peu à peu, je l'ai éloigné. Je lui disais que j'étais occupée quand il proposait de passer. Je ne répondais pas toujours à ses appels. Je faisais semblant de ne pas être là quand il sonnait à la porte. Finalement, il a compris le message et il a espacé ses visites. Puis il a arrêté complètement. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis plus d'1 an. Jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il rôdait autour de ma maison la nuit. Maintenant qu'il terrorisait ma petite fille en se faisant passer pour son père mort. Maintenant que tout prenait sens d'une manière horrible et tordue. Je me suis levée avant l'aube, avec une douleur sourde dans la poitrine qui ne partait pas. J'ai fait du café, mais je n'ai pas pu le boire. J'ai regardé Lucie descendre pour le petit déjeuner avec son visage pâle et ses yeux cernés. Elle a mangé 3 bouchées de tartines et elle a repoussé son bol de chocolat. J'ai dit doucement « Ma chérie, est-ce que papa est venu cette nuit ?» Elle a secoué la tête. « Non, mamie. Pas cette nuit. J'étais tellement fatiguée que je ne me suis même pas réveillée. » Mon cœur s'est serré. Parce que ça confirmait ce que je savais. Alain n'était pas entré cette nuit parce que j'étais restée debout. Parce qu'il savait que je veillais. Mais les autres nuits, quand je dormais, il venait. Il ouvrait la fenêtre. Il entrait dans la chambre de cet enfant. Il la touchait. Il lui parlait. Il lui volait son sommeil et son innocence. La rage est montée en moi comme une vague brûlante. Comment osait-il? Comment osait-il utiliser le visage de son propre frère pour faire ça? Comment osait-il s'en prendre à une enfant sans défense? Comment osait-il me faire croire pendant 2 ans qu'il était en deuil, alors qu'en réalité, il préparait son coup? Mais la rage n'était rien comparée à la peur, parce que je me rendais compte que je ne savais pas quoi faire. Si j'allais voir la police, qu'est-ce que je leur dirais? Mon beau-frère rôde autour de ma maison, la nuit, et se fait passer pour son frère mort. Il me prendrait pour une vieille folle. Si je confrontais Alain directement, il nierait tout. Il dirait que je débloque, que je suis sénile, que je vois des choses qui n'existent pas, et qui me croirait. Lui, avec son sourire charmeur et son air sympathique. Ou moi, la veuve de 77 ans, qui vit seule et qui a peut-être perdu la tête. J'ai emmené Lucie à l'école ce matin-là, et je suis allée directement chez ma fille Mathilde. Elle habite à Amboise, dans un petit pavillon, avec son compagnon Fabien. Un homme plutôt gentil,
mais effacée, qui travaille dans l'informatique et qui parle peu. Mathilde a ouvert la porte en peignoir avec une tasse de café à la main. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas pris rendez-vous. » Je suis entrée et je lui ai dit « Il faut qu'on parle. » On s'est assise dans son salon encombré de cartons parce qu'ils viennent d'emménager. Je lui ai tout raconté. Les peurs de Lucie, les rituels du coucher, les descriptions précises, les traces dans le jardin, la chaussette disparue. Et la silhouette que j'avais vue cette nuit. Alain. Mathilde m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle a posé sa tasse et elle a dit « Maman, tu es sûre que tu as bien vu. C'était la nuit. Tu étais fatiguée. Peut-être que tu as imaginé. » J'ai senti la colère bouillonner. « Non, Mathilde, je n'ai pas imaginé. C'était lui. J'en suis certaine. » Elle a soupiré. « Maman, Alain est un peu bizarre, d'accord, mais de là à dire qu'il rentre chez toi la nuit pour faire peur à Lucie. C'est dingue. Pourquoi il ferait ça? » Je ne sais pas pourquoi, ai-je répondu. Mais je sais ce que j'ai vu. Il faut que tu me croies. Il faut qu'on protège Lucie. Mathilde a détourné les yeux. Maman, tu te rends compte de ce que tu dis. Si tu portes plainte contre Alain, ça va faire un scandale dans la famille. Et s'il n'a rien fait, tu vas passer pour une folle. Tu es sûre que ce n'est pas juste Lucie qui fait des cauchemars et toi qui t'angoisses pour rien. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Ma propre fille. Celle que j'ai portée pendant 9 mois, celle que j'ai élevée avec tout l'amour dont j'étais capable. Elle ne me croyait pas. Elle pensait que j'étais folle, que j'exagérais, que je faisais des histoires pour rien. Je me suis levée et je suis partie sans un mot de plus. En refermant la porte, j'ai entendu Fabien demander « C'était quoi cette histoire ?» et Mathilde répondre « Laisse tomber. » Maman vieillit, elle se fait des idées. Je suis rentrée chez moi le cœur lourd comme une pierre. Je me sentais plus seule que jamais. Mes fils étaient loin et ne s'intéressaient qu'à leur propre vie. Ma fille ne me croyait pas. Les voisins ne savaient rien. Je n'avais personne vers qui me tourner. L'après-midi, j'ai appelé le commissariat de police. J'ai expliqué la situation à un jeune agent qui m'a écouté poliment. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne faire une déposition, que quelqu'un passerait voir s'il y avait des signes d'effraction, que si l'enfant était en danger, il prendrait des mesures. Mais dans sa voix, j'entendais le doute, comme s'il pensait que j'étais une vieille dame qui s'inquiète trop. Le lendemain, 2 gendarmes sont venus, un homme et une femme. Ils ont inspecté la fenêtre de Lucie. Ils ont regardé les traces dans le jardin qui étaient déjà à moitié effacées par la pluie de la veille. Ils ont posé des questions à Lucie qui a répété ce qu'elle m'avait dit, que papa venait la voir, qu'il était gentil, qu'il ne lui faisait pas de mal, juste qu'il lui faisait peur. La gendarme a noté tout ça. Puis elle m'a dit « Madame Moreau, on va ouvrir un dossier. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour agir. Si vous voyez quelque chose d'autre, appelez-nous tout de suite. » Pas assez d'éléments. J'avais envie de crier. Ma petite fille a peur de dormir. Quelqu'un entre chez moi la nuit. Et vous me dites qu'il n'y a pas assez d'éléments. Mais je me suis tue. J'ai juste hoché la tête et je les ai remerciés. Le soir même, j'ai reçu un coup de fil. C'était Alain. Sa voix était douce, presque blessée. « Élise, j'ai appris que tu as appelé la police. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis des choses sur moi? » Mon sang s'est glacé. Comment savait-il déjà? Quelqu'un lui avait parlé. Quelqu'un dans la famille ou peut-être à la gendarmerie. J'ai dit d'une voix que je voulais « Ferme, Alain, je sais que c'est toi. Arrête de tourner autour de ma maison. Arrête de faire peur à Lucie. » Il a ri. Un rire léger, presque amusé. « Élise, ma pauvre Élise, tu ne vas pas bien. Je pense que tu devrais voir un médecin. Tu imagines des choses? Je m'inquiète pour toi. » J'ai raccroché en tremblant. Ces mots résonnaient dans ma tête. Tu imagines des choses. C'est exactement ce qu'il voulait que tout le monde pense. Que j'étais vieille, confuse, sénile. Et ça marchait. Cette nuit-là, j'ai à nouveau veillé. Mais cette fois, Alain n'est pas venu. Ni la suivante, ni celle d'après. 1 semaine a passé. Puis 2. Lucie a commencé à mieux dormir. Elle a recommencé à sourire un peu. J'ai presque cru que c'était fini. Que peut-être il avait eu peur. Que peut-être il allait me laisser tranquille.
Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Un homme comme Alain ne s'arrête pas parce qu'on lui demande. Il attend juste le bon moment. Il observe. Il prépare son prochain coup. Et moi, j'allais devoir être plus maligne que lui, parce que je ne laisserais pas ma petite fille entre ses mains, même si personne ne me croyait, même si je devais me battre seule, même si ça devait me coûter tout ce qu'il me restait. Les jours se sont écoulés dans un silence trompeur. Lucie mangeait un peu mieux. Elle acceptait d'aller jouer chez sa cousine le mercredi. Elle avait même ramené un dessin de l'école où elle avait colorié un soleil jaune avec un grand sourire. Mais moi, je ne me détendais pas. Je savais qu'Alain attendait, qu'il observait, qu'il guettait le moment où je baisserais ma garde. J'ai décidé qu'il était temps d'agir autrement. Si personne ne me croyait sur parole, il me fallait des preuves solides que personne ne pourrait nier. Alors j'ai commencé à chercher, à fouiller dans le passé de Bernard, à poser des questions, à reconstituer ce qui s'était vraiment passé pendant ces 6 derniers mois avant sa mort. J'ai commencé par retourner voir Mathilde. Cette fois, j'avais un plan. Je suis arrivée un samedi matin avec une tarte aux pommes que je venais de faire et un sourire que j'espérais naturel. Elle m'a ouvert avec méfiance. « Maman, tout va bien. »« Oui, ma chérie, ai-je dit. Je voulais juste passer te voir. On ne se voit pas assez. » Elle a hésité, puis elle m'a laissé entrer. On a bu du café ensemble. On a parlé de choses et d'autres. Puis j'ai dit comme si l'idée me venait juste, « Tu sais, j'ai retrouvé de vieilles affaires de ton père l'autre jour. Des papiers, des photos. » Ça m'a fait repenser à cette dernière année avant qu'il parte. Il était bizarre, tu te souviens. Mathilde a hoché la tête lentement. Oui, il avait l'air préoccupé, stressé. Je pensais que c'était le travail. Est-ce qu'il t'a parlé de quelque chose, ai-je demandé. Est-ce qu'il t'a confié quelque chose qui le tracassait? Elle a réfléchi. Non, pas vraiment. Enfin, elle s'est arrêtée. Quoi, ai-je insisté? Une fois, il m'a dit qu'Alain avait des problèmes, qu'il s'était mis dans une mauvaise situation. Papa voulait l'aider, mais il ne savait pas comment. Je lui ai demandé quel genre de problème, mais il n'a pas voulu en dire plus. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Des problèmes. Quelle sorte de problèmes? J'ai essayé de garder ma voix calme. Tu te souviens de quand c'était? Elle a froncé les sourcils. Quelques mois avant sa mort, je crois. Mars ou avril 2007. Oui, c'était au printemps parce qu'on était dans le jardin et les cerisiers étaient en fleurs. Je suis rentrée chez moi avec cette information qui tournait dans ma tête. Alain avait des problèmes au printemps 2007. Bernard essayait de l'aider. Puis Bernard était mort en août de la même année. Étaient-ce liés? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec Lucie maintenant, en 2009? Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire avant. J'ai fouillé le garage de fond en comble. C'était l'ancien atelier de Bernard. Après sa mort, j'avais tout laissé en place comme un sanctuaire. Ses outils pendus au mur, ses plans sur l'établi, ses carnets de notes. Je n'y entrais presque jamais parce que ça me faisait trop mal. Mais maintenant, je cherchais. Je ne savais pas quoi exactement. Mais je savais que Bernard gardait des choses, des papiers, des preuves de sa vie. J'ai ouvert les tiroirs un par un. J'ai trouvé des factures, des reçus, des photos de chantier. Puis au fond du dernier tiroir, sous une pile de vieux journaux, j'ai trouvé une enveloppe Kraft fermée avec du scotch. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait des lettres. Une dizaine de lettres écrites à la main sur du papier ligné. L'écriture était celle de Bernard. Les lettres n'étaient pas signées et il n'y avait pas de nom de destinataire. Mais en les lisant, j'ai compris. C'étaient des brouillons. Des lettres que Bernard avait écrites mais qu'il n'avait peut-être jamais envoyées. La première commençait ainsi. « Je ne sais pas comment te dire ça. Je ne sais même pas si je devrais. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu le sais aussi bien que moi. Il faut que tu arrêtes avant que quelqu'un ne se fasse vraiment mal. » La deuxième était plus directe. « Tu m'as promis que c'était fini. Tu m'as juré que tu ne recommencerais pas. Mais je t'ai vu. Je sais ce que tu as fait. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Comment peux-tu te regarder dans un miroir? » La troisième me glaça le sang. « Si tu continues, je serai obligée de parler. Même si c'est mon propre frère, même si ça détruit la famille.
Les enfants doivent être protégés. Tu comprends ça? Les enfants passent avant tout. Les enfants. Bernard parlait de protéger les enfants. De quoi parlait-il exactement? Qu'est-ce qu'Alain avait fait? J'ai relu les lettres 3 fois, 4 fois. Mais Bernard restait vague. Il ne donnait jamais de détails précis, comme s'il avait peur que quelqu'un d'autre les lise. Ou peut-être qu'il ne pouvait pas mettre des mots sur l'horreur qu'il avait découverte. La dernière lettre était datée. 15 juillet 2007, 1 mois avant la mort de Bernard. Elle disait simplement « C'est fini entre nous. Je ne peux plus te couvrir. Je ne peux plus faire semblant de ne rien voir. Demain, je vais tout dire à Élise et ensuite on ira ensemble voir qui il faut voir. Tu auras une chance de te faire aider. Mais si tu refuses, je n'aurai pas le choix. Je ferai ce qu'il faut. Demain. » Bernard avait écrit ça le 15 juillet. Il était mort le 18 août, 34 jours plus tard. Était-ce une coïncidence? Ou est-ce qu'Alain avait fait quelque chose pour empêcher Bernard de parler? Mon Dieu, mon Dieu. J'ai dû m'asseoir par terre dans le garage parce que mes jambes ne me portaient plus. Bernard savait. Il savait qu'Alain faisait du mal aux enfants. Il avait essayé de l'arrêter. Et peut-être que ça lui avait coûté la vie. Je dois m'arrêter ici 1 minute parce que c'est trop dur, trop lourd. Même maintenant, des mois après avoir découvert tout ça, mon cœur se serre dans ma poitrine comme si on m'écrasait. Mais j'ai besoin que vous restiez avec moi. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi je ne pouvais pas laisser tomber. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là, si vous m'écoutez vraiment, dites-le-moi. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous venez. Quelle ville? Quel pays? Est-ce que vous avez des petits-enfants, vous aussi? Est-ce que vous comprenez ce que je ressens? Appuyez sur « J'aime » si cette histoire vous touche. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici. Et surtout dites-moi que je ne suis pas folle, que vous me croyez vous, parce que personne autour de moi ne me croyait. Personne. Maintenant laissez-moi reprendre, parce que ça devient encore plus terrible. J'ai emporté les lettres dans la maison. Je les ai cachées dans ma chambre sous le matelas. Puis j'ai essayé de réfléchir calmement. Ces lettres étaient une preuve que Bernard soupçonnait Alain de quelque chose de grave. Mais elles ne prouvaient rien de concret. Elles ne disaient pas exactement ce qu'Alain avait fait. Et surtout, elles ne prouvaient pas qu'Alain venait maintenant terroriser Lucie. Il me fallait plus. Il me fallait une preuve directe. Quelque chose qu'on ne pourrait pas nier ou expliquer autrement. Alors j'ai pris une décision. J'allais tendre un piège à Alain. Le lendemain, j'ai appelé ma voisine Madame Blanchard, une femme gentille d'une 60aine d'années qui habite 2 maisons plus loin. Je lui ai demandé si elle pouvait garder Lucie pour la nuit. J'ai inventé une histoire, un rendez-vous médical tôt le matin à l'hôpital de Tours. Je ne pouvais pas emmener la petite. Elle a accepté tout de suite avec plaisir. Le soir, j'ai préparé Lucie. Je lui ai dit qu'elle allait dormir chez Madame Blanchard, qu'elle serait en sécurité là-bas, qu'elle ne devait pas avoir peur. Elle m'a regardé avec ses grands yeux inquiets. « Et toi, mamie? Où tu vas dormir? Ici, ma puce. Je reste ici. Mais toi, tu seras mieux chez Madame Blanchard. Elle a des biscuits au chocolat et elle te laissera regarder la télé avant de dormir. » Une fois Lucie partie, j'ai préparé la maison. J'ai laissé toutes les lumières éteintes, sauf celle du couloir comme d'habitude. J'ai laissé la fenêtre de la chambre de Lucie fermée mais pas verrouillée, juste posée, comme si on pouvait l'ouvrir de l'extérieur facilement. Puis j'ai installé dans le couloir, près de la porte de la chambre, le vieux magnétophone à cassette que Bernard utilisait pour enregistrer ses idées de projet. Je l'ai caché derrière un meuble avec le micro qui dépassait juste assez pour capter les sons. J'ai mis une cassette neuve. J'ai appuyé sur enregistrement. Puis je suis allé me coucher dans ma chambre. Mais je ne dormais pas. J'étais allongé tout habillé sous les couvertures avec les yeux grands ouverts dans le noir. J'écoutais. J'attendais. Les heures passaient avec une lenteur insupportable. Minuit, 1 heure, 2 heures. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. À 2h50, j'ai entendu un bruit. Léger, un craquement venant de l'extérieur, puis un autre, des pas sur les gravillons. Je me suis raidi. Il venait. Alain venait. J'ai serré les poings sous les draps. J'avais peur. Une peur terrible qui me tordait le ventre. Mais je ne bougeais pas. Je devais le laisser entrer. Je devais le laisser se croire en sécurité.
Sinon, il n'y aurait pas de preuve. J'ai entendu la fenêtre de la chambre de Lucie s'ouvrir. Un grincement doux, puis un bruit sourd comme quelqu'un qui enjambe le rebord et qui se laisse tomber à l'intérieur. Mon Dieu, il était dans la maison, dans la chambre de ma petite fille. Tous mes instincts me criaient de me lever, de courir, de l'affronter. Mais je restais immobile, parce que le magnétophone enregistrait. Parce qu'il me fallait cette preuve. J'ai entendu ses pas, lents, précis. Il marchait dans la chambre, il ouvrait la commode, le bruit des tiroirs qui glissent. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Puis j'ai entendu sa voix, basse, presque un murmure. Ma petite princesse. Papa est là. Papa veille sur toi. N'aie pas peur. Les larmes ont coulé sur mes joues. C'était lui. C'était bien Alain, utilisant la voix de son frère mort, se faisant passer pour Bernard, jouant avec l'esprit d'une enfant qui avait déjà perdu son père. Comment pouvait-il être aussi cruel? Comment pouvait-il être aussi malade? Puis le silence. Il ne bougeait plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Attendait-il? Cherchait-il quelque chose? Les minutes s'étiraient comme des heures. Enfin, j'ai entendu ses pas qui se dirigèrent vers la fenêtre, le bruit de quelqu'un qui sort, la fenêtre qui se referme, les pas qui s'éloignent dans le jardin, puis plus rien. J'ai attendu encore 10 minutes pour être sûr qu'il était parti. Puis je me suis levée. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber. Je suis allée dans le couloir. J'ai arrêté le magnétophone. J'ai rembobiné la cassette. J'ai appuyé sur lecture et j'ai entendu tout. Les pas, les tiroirs, sa voix, ma petite princesse. Papa est là, c'était là, enregistré, indéniable, la preuve que j'attendais. J'ai pleuré de soulagement et de rage mélangées. Puis j'ai caché la cassette dans ma chambre. Demain, j'irai voir la police. Demain, ils seraient obligés de me croire. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un coup de fil de Mathilde. Sa voix était tendue, nerveuse. « Maman, il faut que je te parle, c'est important. Viens chez moi aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai dit d'accord, ma chérie, je viens cet après-midi. » Quand je suis arrivée chez elle, Mathilde n'était pas seule. Alain était là, assis dans le salon avec une tasse de café, souriant, calme, comme si de rien n'était. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi Mathilde l'avait-elle invité? Mathilde m'a fait asseoir. Elle avait l'air gênée. « Maman, Alain m'a appelé ce matin. Il m'a dit que tu l'accuses de choses terribles, que tu dis qu'il entre chez toi la nuit, que tu as même installé un système pour l'enregistrer. » Elle a secoué la tête. « Maman, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu accuses ton propre beau-frère, un membre de la famille, sans aucune preuve. » J'ai regardé Alain. Il me fixait avec un petit sourire aux lèvres, un sourire qui disait « Je t'ai eu ». J'ai dit d'une voix que j'essayais de garder ferme « J'ai des preuves, Mathilde. J'ai un enregistrement de cette nuit. C'est sa voix, dans la chambre de Lucie. Je peux te le faire écouter. » Alain a ri doucement. « Élise, ma pauvre Élise, tu es allée trop loin. » Il s'est tourné vers Mathilde. « Tu vois ce que je te disais? Elle perd la tête. Elle imagine des choses. Elle entend des voix. C'est triste, mais c'est la réalité. Elle a besoin d'aide. » Mathilde me regardait avec une expression mélangée de pitié et d'inquiétude. « Maman, tu es sûre d'avoir bien entendu. Tu es sûre que ce n'était pas juste le vent ou un rêve. Les vieilles maisons font du bruit la nuit. Et tu es tellement stressée en ce moment. Peut-être que tu devrais voir un médecin, faire des examens. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma propre fille. Elle prenait son parti à lui. Elle me traitait comme une vieille folle. J'ai crié presque « Je ne perds pas la tête, Mathilde. J'ai un enregistrement. Je vais te le faire écouter et tu verras. » Alain a levé la main comme pour me calmer. « D'accord, Élise. D'accord. Fais-nous écouter cet enregistrement. On verra bien ce qu'il y a dessus. » Son ton était trop confiant, trop sûr de lui. Et soudain j'ai compris. Il savait pour le magnétophone. Comment? Comment pouvait-il savoir? À moins qu'il ait fouillé la maison avant de partir. À moins qu'il ait trouvé la cassette et qu'il l'ait remplacée par une vierge. Je suis rentrée chez moi en courant.
J'ai monté les escaliers 4 à 4 malgré mon souffle court et mes genoux qui craquaient. J'ai sorti la cassette de sa cachette. J'ai mis le magnétophone en marche. Et j'ai entendu. Rien. Du silence. Puis des bruits de fond, des craquements de maison. Mais pas de pas. Pas de voix. Rien. La cassette avait été échangée. Il l'avait prise. Il avait effacé ma seule preuve. Je me suis effondrée sur mon lit. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Bernard. De rage, de frustration, d'impuissance. J'avais été si proche d'avoir ce qu'il me fallait pour le coincer. Et il m'avait eu. Il avait été plus malin, plus rapide, plus calculateur. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Mathilde a appelé mes fils. Elle leur a dit que je n'allais pas bien, que je devenais paranoïaque, qu'il fallait peut-être envisager de me faire examiner par un médecin. Thomas et Patrick sont venus me voir. Ils ont essayé d'être gentils, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils pensèrent la même chose. Maman vieillit, maman perd la tête. Il faut s'occuper d'elle. Alain, pendant ce temps, jouait son rôle à la perfection. Il venait me voir accompagné de Mathilde, bien sûr, pour ne jamais être seul avec moi. Il apportait des fleurs. Il parlait doucement. Il disait « Élise, je ne t'en veux pas. Je sais que tu ne vas pas bien. On va t'aider. On est une famille. » Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard. Puis un jour, il est allé trop loin. Il a suggéré que peut-être Lucie devrait vivre ailleurs pendant quelque temps. Le temps que je me repose, que je me fasse soigner. Il a dit, en regardant Mathilde, « Tu sais, je pourrais la prendre chez moi quelques semaines. Ça te soulagerait. Et Lucie serait bien. J'ai une grande maison maintenant. Une chambre juste pour elle. Mon sang n'a fait qu'un tour. Jamais, jamais il n'aurait Lucie. Jamais je ne laisserai cet enfant seul avec lui. » J'ai dit d'une voix dure et claire, hors de question. « Lucie reste avec moi. C'est sa maison. Je suis sa grand-mère. Et toi, tu ne l'approcheras pas. Tu m'entends, Alain? Jamais. » Le masque a glissé une seconde, juste une fraction de seconde. Ses yeux se sont durcis, sa mâchoire s'est crispée, puis le sourire est revenu. « Bien sûr, Élise. Comme tu veux. Je voulais juste aider. » Mais j'ai vu. J'ai vu la vraie personne derrière le masque. Et elle était terrifiante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans ma chambre, avec tous les verrous fermés et les lumières allumées. Je tenais dans ma main un vieux couteau de cuisine que j'avais caché sous mon oreiller. J'avais 77 ans. J'étais fatiguée. J'étais seule. Tout le monde pensait que j'étais folle. Mais j'étais toujours debout. Et je ne rendrai pas les armes. Vers 4 heures du matin, quelque chose m'est revenu en mémoire. Un souvenir enfoui depuis longtemps. Bernard, un soir, quelques mois avant sa mort. Il était rentré tard. Il sentait l'alcool. Il s'était assis à la table de la cuisine et il avait posé sa tête dans ses mains. J'avais demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il avait dit « Si je te racontais, Élise, tu ne me croirais pas. Et même si tu me croyais, tu ne pourrais rien y faire. Certaines choses sont trop grandes pour nous, trop sales. » J'avais insisté, mais il s'était levé et il était monté se coucher sans rien ajouter. Maintenant, je comprenais. Bernard savait. Il portait ce poids seul. Il essayait de protéger quelqu'un, peut-être plusieurs enfants. Et ça l'avait détruit de l'intérieur. Jusqu'à ce que son cœur lâche. Était-ce vraiment une mort naturelle? Ou est-ce que le stress, la culpabilité, la peur l'avaient tué aussi sûrement qu'un poison? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Si personne ne me croyait dans ma famille, j'irais voir ailleurs. J'irais chercher de l'aide auprès de professionnels, de gens dont c'était le métier de protéger les enfants. Je suis allée aux services sociaux de Tours. J'ai demandé à parler à quelqu'un qui s'occupait de protection de l'enfance. On m'a fait attendre dans une salle avec des chaises en plastique et des affiches sur les murs qui parlaient de bientraitance et de signalement. Puis, une jeune femme m'a reçue. Elle s'appelait Madame Girard. Elle avait peut-être 30 ans. Des yeux fatigués mais bienveillants. Je lui ai tout raconté, depuis le début. Les peurs de Lucie, les rituels, les visites nocturnes, les traces dans le jardin, l'enregistrement volé, les lettres de Bernard, tout. Elle m'a écouté en prenant des notes, elle posait des questions précises. Est-ce que Lucie montrait des signes de traumatisme physique? Non.
Est-ce que je l'avais emmené voir un médecin? Pas encore. Est-ce que j'avais des preuves matérielles à part les lettres? Non, puisque la cassette avait été échangée. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et elle m'a regardé avec gentillesse. Madame Moreau, je vous crois quand vous dites que vous êtes inquiète pour votre petite fille. Mais vous comprenez que sans preuve concrète, sans témoignage médical, sans rien de tangible, on ne peut pas agir contre quelqu'un juste sur la base de soupçons. Elle a respiré profondément. Voilà ce que je vous propose. Emmenez Lucie voir un pédopsychiatre, quelqu'un de spécialisé dans les traumatismes chez l'enfant. Si cette personne confirme qu'il y a des signes inquiétants, alors on pourra ouvrir une enquête officielle. D'accord. C'était mieux que rien. J'ai accepté. Elle m'a donné le nom d'un médecin. Docteur Lemoine. Cabinet rue Nationale. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. En attendant, j'ai continué à veiller. Toutes les nuits, je restais éveillée. Je me forçais à garder les yeux ouverts, malgré la fatigue qui me pesait sur les paupières comme des pierres. Lucie dormait mieux maintenant parce qu'elle sentait que j'étais là, que je la protégeais. Mais moi, je m'épuisais. Mon corps commençait à lâcher. J'avais des vertiges, des palpitations. Le médecin de famille que je voyais depuis 40 ans m'a dit « Élise, vous devez vous reposer. Votre tension est trop haute. Votre cœur montre des signes de fatigue. Si vous continuez comme ça, vous allez faire un malaise. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter, parce que si je baissais ma garde, Alain reviendrait. Et cette fois, qui sait ce qu'il ferait? Qui sait jusqu'où il irait? Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que vous vous demandez comment c'est possible. Comment un homme peut être aussi mauvais? Comment une famille peut être aussi aveugle? Mais c'est la réalité. Les monstres n'ont pas toujours des visages de monstres. Parfois, ils ont des sourires charmants et des voix douces. Parfois, ce sont nos voisins, nos amis, nos propres familles. Et c'est ça qui les rend si dangereux. Alors, si vous êtes encore avec moi, si vous avez écouté jusqu'ici, je veux que vous fassiez quelque chose. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi que vous comprenez. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà senti seul face à une vérité que personne ne voulait voir? Appuyez sur j'aime si cette histoire vous touche au cœur. Abonnez-vous parce qu'il y a une histoire vraie ici chaque jour. Et surtout, croyez les enfants. Toujours. Même quand ça semble impossible. Même quand tout le monde dit le contraire. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que ce qui va se passer ensuite va tout changer. Le jour du rendez-vous avec le docteur Lemoine, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. Et si le médecin ne trouvait rien? Et si Lucie ne parlait pas? Et si on me renvoyait chez moi en me disant que tout allait bien? J'avais peur. Mais je devais essayer. Le cabinet était dans un vieil immeuble près de la cathédrale. Une salle d'attente avec des jouets et des livres pour enfants. Lucie s'est assise et a pris un livre de coloriage. Moi, je tripotais mon sac à main en essayant de respirer calmement. Puis, une porte s'est ouverte et une femme est apparue. La cinquantaine, cheveux gris courts, lunettes rondes, un sourire doux. Lucie, Madame Moreau. Venez. On est entré dans son bureau. C'était une pièce chaleureuse. Des étagères pleines de livres, un tapis moelleux, des fauteuils confortables. Le docteur Lemoine s'est assise et elle a dit « Lucie, tu peux t'installer là et dessiner pendant que je parle avec ta mamie, d'accord? Puis on parlera toutes les deux, toi et moi. » Lucie a hoché la tête et s'est mise à dessiner. Le médecin m'a demandé de lui raconter ce qui m'amenait. J'ai tout dit. Encore une fois. En essayant de ne rien oublier. Elle écoutait sans m'interrompre. Puis elle a dit « Merci, Madame Moreau. Maintenant, je vais passer un moment seul avec Lucie, si vous voulez bien attendre dehors. » J'ai attendu dans le couloir pendant 1 heure. 1 heure qui m'a semblé durer une éternité. J'entendais des voix étouffées derrière la porte. Parfois celle de Lucie, parfois celle du médecin. Mais je ne comprenais pas les mots. Enfin, la porte s'est ouverte. Lucie est sortie en tenant un dessin qu'elle m'a tendu. « Regarde, mamie. C'est toi et moi. » J'ai pris le dessin. C'était nous deux main dans la main devant une maison avec un grand soleil au-dessus. Mes yeux se sont embués. Le docteur Lemoine m'a fait signe d'entrer.
Lucie est retournée dessiner dans la salle d'attente. Le médecin a fermé la porte et elle m'a dit de m'asseoir. Son visage était grave. Madame Moreau. J'ai parlé longuement avec Lucie. Elle m'a raconté des choses qui m'inquiètent beaucoup. Elle a décrit des visites nocturnes, des attouchements, des paroles, des comportements qui ne sont pas normaux. Elle a aussi dessiné. Et dans ses dessins, il y a des éléments qui sont des marqueurs classiques d'abus. Elle a marqué une pause. Je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui s'est passé. Les enfants ont parfois beaucoup d'imagination. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Lucie montre des signes de stress post-traumatique. Elle a des cauchemars, des peurs irrationnelles, un sentiment d'insécurité. Quelque chose lui est arrivé. Quelque chose qui l'a profondément perturbée. Mon cœur battait si fort. Enfin quelqu'un me croyait. Enfin quelqu'un voyait ce que je voyais. J'ai demandé d'une voix tremblante « Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Le docteur Lemoine a sorti un formulaire. Je vais faire un signalement aux autorités compétentes. C'est mon obligation légale quand je suspecte qu'un enfant est en danger. Les services sociaux vont ouvrir une enquête. La police sera informée. On va protéger Lucie. Et on va trouver qui lui a fait ça. J'ai pleuré. Des larmes de soulagement qui coulaient sans que je puisse les arrêter. Merci. Merci de me croire. Merci de protéger ma petite fille. Le médecin a posé sa main sur la mienne. Vous avez bien fait de venir, Madame Moreau. Vous avez bien fait de ne pas abandonner. En sortant du cabinet, je me sentais plus légère qu'en des semaines. Ce n'était pas fini. Loin de là. Mais enfin, les choses bougeaient. Enfin, j'avais une alliée. Enfin, Lucie serait protégée. Mais Alain n'allait pas se laisser faire sans se battre. Et la bataille qui allait suivre serait la plus dure de ma vie. 3 jours après ma visite chez le docteur Lemoine, 2 gendarmes se sont présentés chez moi. Cette fois, ils n'étaient pas là pour prendre une simple déposition. Ils venaient m'informer qu'une enquête officielle avait été ouverte concernant des suspicions d'abus sur mineurs. Lucie allait être entendue par une juge pour enfants. Moi aussi. Et Alain allait être convoqué pour interrogatoire. Mon soulagement a été de courte durée. Le lendemain, j'ai reçu la visite de Mathilde. Elle était furieuse. Plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Elle est entrée chez moi comme une tornade. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté plainte contre Alain. Tu l'accuses d'abus sur Lucie. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Tu détruis un homme. Tu détruis notre famille. J'ai essayé de rester calme. » Mathilde. Le médecin a vu Lucie. Elle confirme qu'il y a des signes. Ce n'est pas moi qui invente. C'est un professionnel qui dit que quelque chose ne va pas. Mathilde a crié « Je me fiche de ce que dit ce médecin ». Alain n'a jamais touché Lucie. Jamais. C'est un homme bon. C'était le frère de papa. Comment peux-tu salir sa mémoire comme ça? Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Mais j'ai tenu bon. J'ai dit doucement Mathilde. Un jour tu comprendras. Un jour quand tout sera révélé, tu sauras que j'avais raison. Et tu me remercieras d'avoir protégé ta fille. Elle a ri amèrement. Ma fille. C'est ma fille, maman. Pas la tienne. Et je ne te laisserai pas la monter contre sa propre famille avec tes délires. Elle est partie en claquant la porte. Je me suis retrouvée seule dans le silence de ma maison. Seule avec mes peurs et mes certitudes. Mais cette fois, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. J'avais la loi de mon côté. Les jours suivants ont été un tourbillon. Lucie a été entendue par la juge des enfants dans un cadre protégé avec une psychologue présente. Je n'étais pas autorisée à être dans la pièce, mais on m'a dit après coup que Lucie avait parlé, qu'elle avait décrit les visites, les gestes, les paroles, qu'elle avait pleuré en disant qu'elle avait peur que personne ne la croie, que maman serait fâchée, que mamie serait triste. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux en entendant ça. Cette petite fille avait porté ce poids seule pendant des semaines. Elle avait eu peur de parler, peur de protéger les adultes autour d'elle, alors que c'était à nous de la protéger elle. Le lieutenant Rousseau a glissé la lettre dans un sachet transparent. Cette lettre change les choses, Madame Moreau. Elle prouve que votre mari soupçonnait son frère d'abus. Ça renforce votre version des faits. Ça donne de la crédibilité au témoignage de Lucie. On va pouvoir creuser plus profond. Et creuser plus profond, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à enquêter sur le passé d'Alain, ses emplois, ses relations, ses déplacements.
Et c'est là que les choses ont vraiment basculé. Attendez avant que je continue. Je dois reprendre mon souffle, parce que ce que je vais vous dire maintenant est la partie la plus difficile, la plus horrible, mais aussi celle qui a permis de sauver Lucie et peut-être d'autres enfants. Alors, restez avec moi s'il vous plaît. Si vous m'écoutez encore, si cette histoire vous touche au plus profond, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous venez. Dites-moi quelle heure il est chez vous. Est-ce que vous avez des enfants? Des petits-enfants? Est-ce que vous feriez la même chose que moi si vous étiez à ma place? Appuyez sur ce bouton « J'aime » pour me donner de la force. Abonnez-vous pour entendre une nouvelle histoire chaque jour. Parce que les histoires comme celle-ci doivent être racontées. Pour que les gens sachent, pour que les gens fassent attention, pour que les enfants soient protégés. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Les enquêteurs ont découvert qu'Alain avait travaillé dans plusieurs écoles comme intervenant en bricolage entre 2004 et 2007. Il proposait des ateliers de menuiserie pour les enfants. Exactement le genre de travail que Bernard faisait aussi. Alain s'était servi du nom de son frère pour obtenir ses contrats. Il disait qu'il avait appris le métier avec Bernard, que c'était une affaire de famille. Les gendarmes ont contacté ces écoles. Ils ont posé des questions. Et là, tout s'est effondré pour Alain, parce qu'ils ont trouvé des témoignages. Des plaintes anciennes qui n'avaient jamais abouti. Des parents qui avaient trouvé bizarre qu'Alain insiste pour raccompagner leur enfant seul. Des enfants qui avaient dit des choses étranges sur M. Alain, mais qu'on n'avait pas prises au sérieux. Une mère a raconté que sa fille de 8 ans était rentrée un jour en disant que M. Alain lui avait fait un massage parce qu'elle avait mal au dos. Ça avait duré longtemps. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait mis ses mains sous son t-shirt. La mère avait appelé l'école. On lui avait dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que M. Alain était très gentil avec les enfants, qu'il avait sûrement juste voulu aider. La mère avait laissé tomber, par peur de faire des histoires, par peur de ne pas être crue. Un autre parent avait trouvé dans le sac de son fils une photo dédicacée par Alain. « Mon petit champion, ton ami Alain », avec un numéro de téléphone au dos. Le parent avait trouvé ça bizarre, mais n'avait rien dit. Combien d'enfants? Combien de familles? Combien de signes ignorés, minimisés, oubliés? Mon Dieu! Mon Dieu! Bernard avait découvert ça. C'est pour ça qu'il voulait parler. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus couvrir son frère. Les enquêteurs ont aussi fouillé la maison d'Alain. Et là, ils ont trouvé des choses qui m'ont fait vomir quand on me les a racontées. Des photos, des vêtements d'enfants, des jouets, un carnet avec des noms et des dates, un système d'enregistrement vidéo caché, des cassettes. Alain Moreau n'était pas juste un homme perturbé, c'était un prédateur. Un prédateur organisé méthodique qui utilisait son charme, sa position sociale et le nom de son frère pour accéder aux enfants. Quand ils l'ont arrêté, il a d'abord nié. Puis, face aux preuves, il a essayé de minimiser. C'était juste des photos. Je ne les ai jamais touchées vraiment. Ils exagèrent tous. Puis quand même, ça n'a plus tenu, il a changé de stratégie. Il a dit que c'était une maladie, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, qu'il avait besoin d'aide, pas de prison. Son avocat a essayé de négocier, de plaider la responsabilité atténuée, mais les preuves étaient trop lourdes, les témoignages trop nombreux, le dossier trop solide. Le procès a eu lieu 8 mois plus tard. 8 mois pendant lesquels j'ai vécu dans un état de tension permanente. 8 mois pendant lesquels Lucie a commencé une thérapie. 8 mois pendant lesquels ma famille s'est déchirée. Mathilde a fini par comprendre. Pas tout de suite. Mais petit à petit, quand elle a vu les preuves, quand elle a entendu les autres témoignages, quand elle ne pouvait plus nier. Elle est venue chez moi un soir, elle a pleuré dans mes bras. Elle m'a dit « Pardon, maman. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon d'avoir douté. Comment j'ai pu être aussi aveugle? J'ai caressé ses cheveux comme quand elle était petite. Tu n'es pas aveugle, ma chérie. Tu as juste voulu croire au bien. C'est humain. Mais maintenant, tu sais. Et maintenant, on protège Lucie ensemble. » Le jour du procès, je me suis assise dans la salle d'audience avec Mathilde à ma droite et le lieutenant Rousseau derrière moi. Lucie n'était pas là. On avait décidé de lui épargner ça. Son témoignage avait été enregistré et serait diffusé. Alain est entré menottes au poignet. Il avait maigri. Ses cheveux avaient blanchi. Il ne souriait plus. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux.
Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air de ce qu'il était vraiment. Un homme brisé par ses propres démons. Le procès a duré 3 jours. 3 jours de témoignages, d'expertise, de plaidoirie. J'ai entendu des choses qui m'ont glacé le sang, des détails que je ne peux pas répéter ici. Des histoires d'autres enfants, d'autres familles détruites. Mais j'ai aussi entendu des choses qui m'ont donné de l'espoir. Le témoignage d'un psychologue qui a dit que Lucie était forte, qu'avec du soutien et de l'amour, elle se remettrait, qu'elle n'était pas brisée, juste blessée, et que les blessures pouvaient guérir. Le témoignage du docteur Lemoine qui a expliqué comment elle avait détecté les signes, comment elle avait gagné la confiance de Lucie, comment elle était sûre que l'enfant disait la vérité. Mon propre témoignage où j'ai raconté tout depuis le début, où j'ai parlé des lettres de Bernard, où j'ai dit que je savais que mon mari avait essayé de protéger des enfants et que j'étais fière de lui pour ça, que je regrettais seulement de ne pas avoir su plus tôt pour pouvoir l'aider. L'avocat d'Alain a essayé de me déstabiliser. Il a suggéré que j'avais manipulé Lucie, que j'avais inventé des choses par rancune personnelle envers Alain, que j'étais une vieille femme aigrie qui voulait se venger. Mais je n'ai pas flanché. J'ai regardé le juge droit dans les yeux et j'ai dit « Je n'ai rien inventé. Je ne gagne rien à tout ça, sauf de savoir que ma petite fille est en sécurité. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui a toujours compté. » Le verdict est tombé un vendredi après-midi. Alain Moreau était reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs, de détention d'images pédopornographiques, de séquestration. La liste était longue. Terrifiante. La peine. 15 ans de prison ferme. Obligation de soins. Inscription au fichier des délinquants sexuels. Interdiction à vie de travailler avec des enfants ou de les approcher. Quand le juge a prononcé la sentence, j'ai senti mes épaules se relâcher pour la première fois en des mois. C'était fini. Lucie était en sécurité. Les autres enfants aussi. Justice avait été rendue. Mathilde vient nous voir toutes les semaines maintenant. Elle et moi avons reconstruit notre relation. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des conversations difficiles, des larmes, des reproches. Elle m'en a voulu de ne pas lui avoir dit plus tôt pour les lettres de Bernard. Je lui en ai voulu de ne pas m'avoir cru au début. Mais on a parlé, on a pleuré ensemble. On s'est pardonné, parce qu'au final, on voulait la même chose. Protéger Lucie, être une famille. Mathilde a rompu avec Fabien. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, pour réfléchir à ce qui s'était passé, pour comprendre comment elle avait pu être aussi aveugle. Elle s'en veut encore, je le vois dans ses yeux. Mais je lui répète ce que le docteur Lemoine nous a dit à toutes les deux. Les prédateurs comme Alain sont experts pour tromper les gens. Ils choisissent leurs victimes avec soin. Ils manipulent les familles. Ils créent de la confusion. Ce n'est pas la faute de Mathilde. Ce n'est pas ma faute non plus. La seule personne responsable, c'est Alain. Lui et lui seul. Mes fils Thomas et Patrick sont venus me voir après le procès. Ils étaient gênés, honteux de ne pas m'avoir soutenu. Thomas m'a dit « Maman, je suis désolé. J'aurais dû te croire dès le début. J'aurais dû être là pour toi. » Je lui ai souri tristement. « Tu es là maintenant, mon fils. C'est ça qui compte. On ne peut pas changer le passé. On peut juste faire mieux dans le futur. » Ils essaient maintenant. Ils appellent plus souvent. Ils viennent voir Lucie. Ils l'emmènent au parc au cinéma. Ils essaient de lui montrer que tous les hommes ne sont pas comme Alain, qu'il y a des oncles, des papas, des grands frères qui protègent et qui aiment sans jamais faire de mal. C'est important qu'elle apprenne ça, qu'elle ne grandisse pas en ayant peur de tous les hommes. La maison a changé aussi. J'ai fait repeindre la chambre de Lucie. Elle a choisi la couleur. Un rose doux avec des étoiles dorées au plafond que Thomas a peintes pour elle. On a acheté de nouveaux rideaux, un nouveau lit, de nouveaux draps, comme pour effacer les traces du passé, pour recommencer. J'ai aussi transformé le garage, l'atelier de Bernard. Pendant longtemps, je ne pouvais pas y entrer sans pleurer. Mais maintenant, j'y vais souvent. J'ai gardé ses outils, ses établis, ses projets inachevés. Mais j'ai ajouté des choses aussi, des photos de lui avec les enfants, des lettres qu'il m'avait écrites quand on était jeune, son alliance que je porte maintenant autour du cou avec la mienne sur une chaîne en argent. Je lui parle parfois. Je sais que ça peut paraître fou,
Mais je m'assois dans son vieux fauteuil et je lui raconte ce qui s'est passé. Je lui dis que j'ai compris, que je sais maintenant pourquoi il était si tourmenté dans ces derniers mois, que je ne lui en veux pas de ne pas m'avoir parlé, que je comprends qu'il était pris entre son amour pour son frère et son devoir de protéger les enfants, que c'était un fardeau trop lourd à porter seul. Je lui dis aussi que je suis fière de lui, qu'il a essayé, qu'il a écrit ses lettres, qu'il a voulu agir, que ce n'est pas sa faute si son cœur a lâché avant qu'il puisse le faire. Et je lui promets que je vais continuer son combat, que je vais toujours protéger les enfants, toujours écouter, toujours croire, en sa mémoire. Vous savez ce qui m'a le plus surprise dans tout ça, c'est la force que j'ai découverte en moi, Élise Moreau. Une vieille femme de 77 ans qui pensait que ses meilleures années étaient en derrière elle. J'ai découvert que j'étais capable de me battre, de tenir tête à toute une famille, de ne pas abandonner même quand tout le monde me disait que j'étais folle. J'ai découvert que l'amour pour un enfant peut vous donner un courage que vous ne pensiez pas avoir. Ça m'a aussi appris des choses sur moi-même, sur cette peur que j'ai portée toute ma vie, cette peur de ne pas être assez bien, de décevoir, d'être abandonnée. Cette peur qui m'a fait rester silencieuse tant de fois dans ma vie. Eh bien cette peur, je l'ai affrontée, et elle n'a pas disparu complètement. Mais elle est plus petite maintenant, moins forte, parce que j'ai appris que ma voix compte, que mon instinct compte, que je compte. J'ai aussi appris quelque chose sur les familles. On croit toujours que la famille est sacrée, qu'il faut protéger la famille à tout prix, garder les secrets, ne pas faire de vagues, ne pas salir le nom de la famille. Mais vous savez quoi? Parfois la famille elle-même est toxique. Parfois ce sont les membres de la famille qui font le plus de mal. Et dans ces cas-là, il faut avoir le courage de briser le silence. De dire la vérité même si elle est laide, même si elle détruit l'image parfaite qu'on voulait garder. Les enfants passent avant tout, avant la réputation, avant les apparences, avant le candidat on, toujours, sans exception. Le morceau de tissu que j'avais trouvé sur le loquet de la fenêtre. Vous vous en souvenez? Ce bout de laine grise du manteau de Bernard. Je l'ai gardé. Il est maintenant dans une petite boîte sur ma commode, pas comme une relique morbide, mais comme un rappel. Un rappel du jour où j'ai compris que quelque chose n'allait pas, le jour où j'ai décidé de ne pas détourner le regard, le jour où tout a commencé. Parfois, je regarde ce bout de tissu et je me demande ce qui se serait passé si je ne l'avais pas trouvé, si je n'avais pas pris au sérieux les peurs de Lucie, si j'avais écouté tout le monde et décidé que je me faisais des idées. Où serait Lucie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Alain lui aurait fait? Combien de temps ça aurait duré? Ces pensées me glacent le sang, mais elles me rappellent aussi pourquoi j'ai bien fait de me battre. Lucie ne sait pas que je garde ce tissu. Un jour peut-être, quand elle sera plus grande, je lui raconterai toute l'histoire. Comment j'ai découvert la vérité, comment je me suis battue pour elle, comment j'ai refusé d'abandonner. Mais pour l'instant, je la laisse être une enfant. Jouer, rire, grandir, sans le poids de toute cette histoire sur ses épaules. Ce qui me donne le plus d'espoir, c'est de voir comment Lucie s'ouvre à nouveau au monde. Il y a quelques semaines, elle m'a demandé si elle pouvait inviter une amie à dormir à la maison. Mon cœur s'est arrêté. Dormir, chez nous. Elle qui pendant si longtemps avait eu peur de dormir même dans sa propre chambre. J'ai dit bien sûr ma puce. Qui veux-tu inviter? Son amie s'appelle Chloé. Une petite fille de son âge avec des lunettes rondes et un rire contagieux. Elles ont joué toute l'après-midi. Elles ont fait des gâteaux. Elles ont regardé un film. Et le soir, elles se sont installées dans la chambre de Lucie avec leur sac de couchage. Je suis passée plusieurs fois dans la nuit pour vérifier. Et chaque fois, je les voyais endormies paisiblement. Lucie avec un petit sourire sur les lèvres, comme si elle rêvait de quelque chose de beau. Le lendemain matin, quand Chloé est repartie, Lucie est venue me voir. Elle m'a dit « Mamie, j'ai bien dormi cette nuit. Je n'ai pas eu peur, pas une seule fois. Je crois que je vais mieux. » Je l'ai serrée contre moi en retenant mes larmes. « Oui, ma chérie, tu vas mieux. Et tu vas continuer à aller mieux. Chaque jour, un peu plus. Maintenant, je veux vous parler directement à vous qui m'écoutez. Vous qui êtes restés avec moi pendant toute cette longue histoire.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu l'importance de ce récit. Peut-être que vous êtes grands-parents, vous aussi. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez vous-même vécu quelque chose de similaire. Ou peut-être que vous sentez juste au fond de vous que cette histoire devait être racontée. Alors je vais vous demander une dernière chose. Si vous avez vraiment écouté, si vous avez vraiment suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, si vous avez ressenti ce que j'ai ressenti et compris pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, laissez-moi un commentaire avec un seul mot, le mot « protéger ». Parce que c'est ça la vérité centrale de cette histoire. Lucie est protégée maintenant. Elle est en sécurité. Elle est aimée. Elle est crue. Et c'est tout ce qui compte. Laissez ce mot dans les commentaires pour me dire que vous avez compris, que vous étiez là, que vous m'avez écouté vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui doute de son instinct, quelqu'un qui a peur de parler, quelqu'un qui pense qu'on ne le croira pas, partagez cette histoire avec eux. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls, que leur voix compte, que les enfants méritent d'être protégés. Appuyez sur « j'aime » si vous pensez que j'ai raison. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire vraie ici chaque jour. Des histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Des histoires de courage, d'amour, de justice. Des histoires qui ont besoin d'être racontées. Et maintenant, dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville, quel pays, quelle heure il est chez vous. Est-ce que vous regardez seul ou avec quelqu'un? Parce que j'aime savoir que je ne suis pas seule, que mes mots voyagent jusqu'à vous, que cette histoire touche des cœurs partout dans le monde. Voilà ce que je veux que vous reteniez de tout ça. Plusieurs leçons que la vie m'a apprises à travers cette épreuve terrible. Première leçon. Faites toujours confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre, si un enfant change de comportement, si vous sentez au fond de vos tripes que quelque chose ne va pas, n'ignorez pas ce sentiment. Posez des questions, creusez, cherchez. Votre instinct existe pour une raison. Il est là pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Ne le laissez jamais être étouffé par la peur du ridicule ou par les opinions des autres. Deuxième leçon. Croyez les enfants, toujours, quand un enfant vous dit quelque chose, même si ça semble impossible, même si ça accuse quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Écoutez, prenez-le au sérieux. Les enfants n'inventent pas ce genre de choses. Ils n'ont pas l'imagination ni le vocabulaire pour créer des histoires d'abus de toutes pièces. Si un enfant parle, c'est qu'il se passe quelque chose. Peut-être pas exactement ce qu'il décrit, mais quelque chose. Et ça mérite d'être exploré. Troisième leçon. Ne laissez jamais la peur du scandale ou la protection de la réputation familiale passer avant la sécurité d'un enfant. Jamais. Les apparences ne valent rien si elles cachent la souffrance d'un innocent. Mieux vaut une famille déchirée mais honnête qu'une famille unie dans le mensonge et la complicité silencieuse. Quatrième leçon. Les prédateurs ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des gens normaux, des voisins, des amis, des membres de la famille, des gens charmants, respectés, aimés. C'est justement pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils font, parce que personne ne soupçonne, personne ne veut croire. Alors soyez vigilants, pas paranoïaques, mais vigilants. Attention aux adultes qui insistent pour être seuls avec les enfants, qui offrent trop de cadeaux, qui créent des secrets, qui dépassent les limites normales. Cinquième leçon. Ne sous-estimez jamais la force que vous avez en vous. Moi, je pensais être juste une vieille femme fatiguée, sans pouvoir, sans influence. Mais j'ai découvert que l'amour donne des ailes, que la détermination déplace des montagnes, que la voix d'une seule personne qui refuse de se taire peut changer le cours des choses. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Souvenez-vous en. Sixième leçon. La guérison est possible. Lucie n'est pas brisée. Elle est blessée. Et les blessures guérissent. Avec du temps, de l'amour, du soutien professionnel, de la patience. Si vous connaissez un enfant qui a été victime d'abus, ne le traitez pas comme quelqu'un de cassé. Traitez-le comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui a survécu.
quelqu'un qui peut et va aller mieux. Donnez-lui de l'espoir, pas de la pitié. 7e leçon. Vous n'êtes pas seul. Quand j'étais au plus bas, quand personne ne me croyait, je me sentais terriblement seul, mais en réalité, il y avait des gens. Le docteur Lemoine, le lieutenant Rousseau, Madame Fontaine, d'autres parents qui avaient vécu la même chose. Si vous êtes dans cette situation, cherchez de l'aide. Il y a des professionnels, des associations, des lignes d'écoute, des gens formés pour vous aider. Ne portez pas ce poids seul. Tendez la main, demandez de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Et la dernière leçon, la plus importante peut-être, l'amour gagne toujours à la fin. Pas d'une manière facile ou rapide, pas sans combat, pas sans douleur, mais l'amour vrai. L'amour qui protège, l'amour qui refuse d'abandonner. Cet amour-là est plus fort que la manipulation, plus fort que le mensonge, plus fort que le mal. Alain avait le pouvoir, le charme, la ruse. Mais moi j'avais l'amour. Et au final, c'est l'amour qui a gagné. Aujourd'hui, quand je regarde Lucie jouer dans le jardin, quand je l'entends rire, quand je vois son visage se détendre dans le sommeil sans cauchemar, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais que chaque nuit blanche, chaque larme, chaque moment de doute, chaque bataille, tout ça en valait la peine. Elle va avoir une belle vie, elle va grandir, elle va aller au collège puis au lycée. Elle va avoir des amis, des amours peut-être, des rêves, une carrière, une famille à elle un jour. Elle va vivre, vraiment vivre, pas juste survivre. Et c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Moi je suis vieille maintenant. J'ai 79 ans cette année. Mon corps me rappelle chaque jour que je ne suis plus jeune. Mes genoux craquent, ma vue baisse. Je me fatigue vite, mais mon cœur est plus fort qu'il ne l'a jamais été. Parce que j'ai appris que je suis capable de choses que je ne pensais pas possibles. Parce que j'ai sauvé ma petite fille. Parce que j'ai honoré la mémoire de Bernard en finissant ce qu'il avait commencé. Un jour, je ne serai plus là. C'est la réalité. Mais Lucie sera là, elle. Et elle se souviendra. Elle se souviendra que sa mamie l'a cru, que sa mamie s'est battue pour elle, que sa mamie l'a aimée plus fort que tout. Et peut-être qu'un jour, si elle a elle-même des enfants ou des petits-enfants, si elle se trouve face à une situation où un enfant a besoin d'être protégé, elle se souviendra de moi. Et elle aura le courage de faire ce qu'il faut. C'est ça mon héritage. Pas une maison, pas de l'argent, pas des biens matériels, mais une leçon de courage, d'amour, de protection. Une leçon qui dit que les enfants passent avant tout, toujours, sans exception. Alors voilà, c'est la fin de mon histoire. L'histoire d'une vieille grand-mère française qui a refusé de se taire, qui a refusé de détourner le regard, qui a refusé d'abandonner et qui a sauvé sa petite fille. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez-la, racontez-la, gardez-la dans votre cœur. Et surtout, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de protéger, vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir de sauver un enfant. Il suffit juste d'avoir le courage de le faire. Du fond de mon cœur de vieille grand-mère au vôtre, merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de croire en l'importance de protéger les innocents. Prenez soin de vous. Prenez soin des enfants autour de vous. Et n'oubliez jamais, l'amour gagne toujours. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. À bientôt pour une nouvelle histoire. Protégez.